abandonné tous les 5 ans d'ingénieur, tous les 5 ans d'enseignant. J'ai tout abandonné. Campus France, en fait, ça va être on va dire, l'organe que le gouvernement français a mis en place pour faciliter les admissions des étudiants internationaux en France. Donc, pour faciliter les candidatures. Au lieu de avoir minimum 615 € par mois pour venir étudier en France. Et donc, tu dois maintenant faire ça x 12 pour 1 an. Tu ne peux pas arriver en France et décider de dire, bon, finalement, remboursez-moi tout mon argent. D'un coup, tu ne peux pas. Okay. Une fois que tu as le visa, tu pars dans une réunion là, tu pars dans une réunion, tu pars à ton team, tu dis que bon, dans 1 mois, même pas 1 mois, tu dis que dans 1 semaine, je vous rembourse. Elle va apprendre que tu rembourses. Bonjour à vous les gars, bienvenue dans iPod, votre émission qui permet de rassembler tous ceux qui sont ambitieux. Tous les intellectuels qui ont quelque chose à partager. Et alors aujourd'hui, on va recevoir un ami, un frère, un gars très sympa, ex-boursier de la bourse IDEX de Paris-Saclay. Aujourd'hui, il est doctorant à l'école polytechnique de Paris. Il vous partage et vous explique de pas à pas la procédure Campus France. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre toute la procédure de Campus France avec tous les petits critères et tous les conseils qui y vont avec. Je vous invite vraiment massivement à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura plusieurs autres vidéos, podcasts qui vont arriver sur cette chaîne avec d'autres personnes pour la procédure dans d'autres pays, ainsi de suite. Et n'oubliez pas vraiment de liker cette vidéo pour booster sa visibilité sur YouTube. Et si possible aussi partager à vos amis et écrire des commentaires si vous en avez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans cette vidéo. Alors vraiment, je vous remercie déjà en avance. Merci vraiment, merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne. Je vous prie vraiment de liker cette vidéo et on se voit tout de suite. Merci vraiment Donald et bienvenue sur iPod, sur Docteur Technicien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, c'est-à-dire ton parcours académique avant d'arriver en France, bien sûr? Bonjour Rossel, dit Docteur Technicien, comme tu aimes tant. Donc, déjà merci pour l'invitation sur ta chaîne. Donc, c'était un plaisir. Donc, pour parler de mon parcours, disons avant d'arriver en France, j'ai mon baccalauréat série C au Cameroun, donc en 2018. Et après mon baccalauréat, j'ai dans un premier temps voulu faire le concours pour entrer à l'école polytechnique de Yaoundé. Bon, parce que tout le monde disait que c'est là-bas qu'il fallait partir. Voilà, donc tout le monde disait que c'est polytechnique, si tu ne vas pas là-bas, en fait, c'est que tu as raté ta vie. Et donc, naturellement, je me suis orienté vers ce concours-là. Et malheureusement ou heureusement, je ne l'ai pas eu. Bon, il faut voir. À l'époque, c'était malheureusement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire heureusement. Exact. Donc, c'est c'est plus tard. Voilà, quand le temps passe. C'est souvent plus tard qu'on essaie de voir les choses. Exactement. Donc, après ça, j'ai fait 2 concours. Le concours de l'école normale supérieure de Yaoundé en physique et aussi le concours de l'école nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Donc, j'ai pu avoir ces 2 concours et j'ai donc fait ça en parallèle. Voilà, donc j'étais à l'école des travaux publics et j'étais à l'ENS de Yaoundé en parallèle. Donc, j'ai suivi ces 2 écoles, ces 2 formations jusqu'à 2023. Donc, j'étais en dernière année, en 5e année, donc j'ai fini avec l'école normale. Et en même temps, c'est cette année-là que j'ai obtenu une bourse d'études. Donc, c'était la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay. Donc, quand j'ai obtenu cette bourse d'études pour venir faire un Master 2 en physique en France, j'ai préféré cette occasion-là et j'ai choisi cela pour venir en France. Et j'ai abandonné, on va dire, mon parcours initial à l'ENS et à l'école des travaux publics.
veut dire que tu as fini, tu étais en quatrième année ou à travaux, quatrième année ou cinquième année? J'étais en cinquième année aussi. Mais tu sais, école publique, on soutient presque jamais en 5 ans. Du coup, c'est toujours autour de 6 ans qu'on soutient finalement. Donc, je n'ai pas soutenu malheureusement. Mais à l'ENS, j'ai pu soutenir avant de partir quand même. Ok, donc ça veut dire que tu as tout abandonné, tous les 5 ans d'ingénieur, tous les 5 ans d'enseignant. J'ai tout abandonné. Ok, merci beaucoup. Et donc, là maintenant, tu es en France. Et qu'est-ce que tu fais présentement en France depuis ton arrivée en France, puisque tu as dit que tu es parti pour faire une bourse pour une bourse de master. Je pense, ça fait combien d'années déjà? C'était un master 2 dans 1 an. Ça fait 2 ans que j'ai ma bourse. Okay. Ça fait 2 ans que je suis en France. Et j'ai eu la bourse pour 1 an, le master 2. Ok. Donc là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc là maintenant, je suis doctorant. Je fais ma thèse en physique à l'École Polytechnique de Paris. Et depuis peu, j'enseigne aussi là-bas. Je suis enseignant. Okay. Donc ça, c'est ce qu'il fait maintenant. Donc j'ai fini mon master 2 à l'Université Paris-Saclay et je suis venu faire ma thèse ici à l'École Polytechnique de Paris. Ok. Et l'École Polytechnique de Paris, c'est toujours financé ou bien c'est toi qui payes ta pension là-bas? La thèse est financée, oui. Donc j'ai un contrat de travail et un salaire, quoi. Ok. Bien. Donc, puisque tu es allé en France, mais sûrement, je pense que tu es passé par Campus France. Ouais, je suis passé par Campus France. Tu es passé par... Ok. Ouais. Mais bon, est-ce que tu as déjà eu à faire la procédure de Campus France avant d'avoir ta bourse? Est-ce que tu as eu à postuler pour aller faire des études en France? La même année. Non. Même quand on a la bourse, on fait la procédure Campus France. Je veux savoir, c'est... Est-ce que... Je voudrais d'abord savoir, est-ce que durant ton parcours au Cameroun, une année, est-ce que tu avais déjà tenté à faire, à faire la procédure pour aller se fréquenter ou bien tu étais juste resté focus sur... Non. Je n'ai pas encore fait la procédure. Non. J'ai fait la procédure Campus France une seule fois, l'année où j'ai voyagé. L'année où je suis parti. Je ne l'avais pas fait avant. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner ce qui t'a poussé à aller faire des études en France? Oui. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est une bonne occasion d'en parler. À la base, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait parce que j'aurais pu partir depuis. J'aurais pu partir même depuis la licence. J'avais la bourse. J'avais une bourse, j'aurais pu l'avoir en licence et tout depuis, même avant de finir mes 5 ans à l'ENS. Mais au départ, c'était pas dans mon projet. Mon projet, c'était vraiment de finir l'ENS, finir mon école d'ingénieur, travailler comme enseignant de physique et à côté faire mes projets, faire mes marchés là-bas d'ingénieur, tu vois. Donc, j'ai mes marchés. C'est ça mon projet au pays tranquille. Donc, c'est avec le temps, on va dire que la passion pour la physique a pris le dessus parce que je voulais faire une thèse. Je voulais faire une thèse en physique et je ne voulais pas la faire au Cameroun, en tout cas. Voilà. Parce que, bon, pour certaines raisons, pour moi, c'était mieux que si je fais ma thèse, je préfère la faire à l'étranger. Et donc, comme l'envie de faire la thèse a pris le dessus, j'ai donc décidé de, ok, autant saisir l'opportunité et partir faire ma thèse. Et c'est là que j'ai fait la procédure. C'est là que j'ai fait la procédure, quoi. Donc, c'est la seule chose qui t'a motivé, si je comprends bien, ce qui t'a motivé à aller fréquenter en France, c'est parce que tu voulais faire une thèse, si je comprends bien. Oui, c'est la thèse. Pour le moment, c'est la thèse. Ok.
Et donc, comment as-tu découvert Campus France alors finalement? Ah, Campus France, j'ai découvert grâce à mes amis. Certainement mes amis de promo qui ont fait la procédure avant moi ou qui ont postulé pour des bourses avant moi, avant que moi je postule mon année pour partir. C'est eux qui ont, je crois que c'est dans leur bouche, comme on dit au Cameroun, que j'ai entendu, que j'ai la première fois parler de Campus France, avant de me renseigner un peu sur ce que c'est et tout, et dire, ah ok, et de comprendre d'autres trucs, jusqu'au moment où ce soit mon tour de faire la procédure. Ok. Donc, et ça veut dire que tu es quand même familier avec la procédure de Campus France, comment ça se passe? J'accompagne des gens qui font la procédure, je l'ai fait, beaucoup d'amis l'ont fait et j'accompagne des gens qui la font, donc ouais, je connais bien comment la procédure se passe, bien sûr. Ok, c'est cool. Puisque après avoir obtenu la bourse, il faut passer par Campus France, si je ne me trompe pas. Et quelqu'un t'a aidé à Campus France? Est-ce que quelqu'un t'a accompagné ou bien tu l'as fait toute seule? Non, je l'ai fait tout seul. Personne ne m'a accompagné, je l'ai fait tout seul. Je suis allé à Campus France, j'ai suivi les étapes. Et voilà. Ok. C'est vrai que si j'avais des questions, je demandais à mes amis qui ont fait avant moi. C'est pas pour dire que je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour me dire que bon, ici, il fait un peu comme ça. Non, c'est que quand j'avais des questions sur la procédure, un truc que je ne comprenais pas, je demandais juste à mes amis qui ont fait ça l'année d'avant. Que bon, à tel niveau, ça fait comment? Est-ce que tu as des conseils à tel niveau, etc. Voilà. Donc, c'est juste des conseils d'amis, quoi. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, la procédure de Campus France est différente quand tu obtiens une bourse par rapport à quand tu fais une procédure pour aller fréquenter normalement. Je pense que les deux procédures sont différentes. Non, c'est pas différent. Hein. C'est pas différent. Le fait d'avoir la bourse n'a pas vraiment d'incidence sur Campus France. Le fait d'avoir la bourse aura une incidence au niveau de l'ambassade pour demander le visa. C'est à ce niveau-là que il y aura, ça va être différent. Mais en termes de la procédure Campus France, c'est la même procédure que quelqu'un qui n'a pas la bourse. C'est exactement la même procédure. Vous passez par exactement les mêmes étapes. Bon, je dis ça parce que quoi? Parce que généralement, lorsqu'on veut aller faire les études en France, on crée les comptes, on choisit les universités. Ouais. Mais est-ce qu'avec Campus France, quand tu obtiens la bourse, tu passes toujours par les mêmes étapes? Bien sûr, tu ne vas plus choisir l'université parce que tu as déjà l'université. Mais le reste de la procédure reste la même. Et le fait de venir à Campus France et ne plus choisir une université, encore une fois, ce n'est pas uniquement quand on a la bourse qu'on passe par là. Il y a des gens, en fait, à Campus France, il y a des universités connectées à Campus France. Donc des universités dans lesquelles, pour avoir l'admission, il faut passer par Campus France, pour être admis d'abord. Il y a des universités en France où tu peux être admis sans passer par Campus France. C'est-à-dire, ce sont des universités qui ont leur propre site pour candidater. Il y en a plusieurs, comme l'université Paris-Saclay par exemple. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a même pas de bourse, s'il va à Paris-Saclay, il demande une admission et qu'il a l'admission, il va faire exactement la même procédure que moi j'ai fait avec la bourse. Donc, après avoir été admis, il va venir à Campus France. Il ne va plus choisir les universités parce qu'il a déjà été admis. Il va juste continuer la procédure, il va faire l'entretien et tout. Donc, on pourra parler des étapes, si tu veux, de la procédure, mais oui, voilà. Oui, exactement. On va en parler. On va en parler. Ok, donc, ça veut dire que tu es vraiment familier avec Campus France. Tu as dû travailler avec des gens, même étant en France, tu as dû travailler avec des petits frères qui t'ont contacté ou bien des amis qui t'ont contacté. Oui, bien sûr. Peut-être pas exactement pour une bourse, mais peut-être pour venir étudier en France, création du compte, choix des universités. Ok. Donc, ça veut dire que tu vas un peu décrire cela. Donc, ce que je voulais déjà savoir aussi maintenant, c'est est-ce que tu peux est-ce que tu peux un peu, parce que ça va aider beaucoup de personnes, est-ce que tu peux décrire les premières marches pour Campus France, par exemple la création du compte
le choix des formations, les choses comme ça. Oui. Est-ce que tu peux un peu, s'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment nous décrire cela? Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, Campus France, en fait, ça va être on va dire, l'organe que le gouvernement français a mis en place pour faciliter les admissions des étudiants internationaux en France. Donc, pour faciliter les candidatures. Au lieu de postuler individuellement à plusieurs universités en France, grâce à Campus France, tu peux soumettre tes dossiers une fois et Campus France peut les envoyer à maximum 7 universités. Donc, ça a été mis vraiment en place pour éviter que tu fasses ça 7 fois ou bien 10 fois, la même chose. Voilà. Donc, c'est pour simplifier qu'on a mis ça en place. Maintenant, les différentes étapes, en fait, c'est il faut d'abord créer ton compte, bien sûr, sur la plateforme Études en France. Donc, tu crées un compte vraiment, tu vas sur le lien, créer le compte, tu remplis tes informations et tout. Classique, quoi. Comme on crée un compte TikTok ou un compte Facebook. Voilà, tu crées ton compte, tu enclenches ton compte. Voilà. Maintenant, une fois que tu as ton compte, en fait, justement, il y aura deux boutons, on va dire. Il y a le bouton où tu vas dire je candidate. Donc, tu viens pour candidater à des universités. Il y a le bouton où tu viens pour dire je suis accepté. Donc, tu as été accepté dans une université. Tu veux seulement continuer à l'étape suivante. Voilà. Donc, voilà, il y a ces deux voies-là. Maintenant, je prends la voie la plus commune. C'est quand tu viens pour candidater. Donc, tu n'as pas encore d'admission. Tu viens candidater. Exactement. Donc, une fois que tu viens pour candidater maintenant, tu dois premièrement remplir tes informations personnelles sur la plateforme. Donc, ton nom, prénom, une photo d'identité. Tu dois mettre ton CV aussi. Tu mets ton CV, tu mets ton numéro de CNI, etc., etc. Donc, vraiment les infos personnelles, quoi. Tu remplis d'abord ça. Après d'avoir rempli ça maintenant, tu dois décrire ton parcours académique. Donc, tu dois mettre toutes tes années après le bac. Par exemple, en telle année, j'ai eu le bac. Tu dois mettre telle année de bac et tu mets le relevé du bac, justificatif. Si tu as eu licence 1, si tu as fait l'université, licence 1, tu mets dans telle université, j'ai eu telle moyenne, voici mon relevé de notes. Tu mets le justificatif. Tu fais ça jusqu'à ton niveau actuel. Voilà. Tu mets tous tes diplômes, tous tes relevés de notes. Donc, tu mets ton dossier, en fait. On va voir ton dossier, tu mets en ligne. Une fois que tu as fini de faire cette étape-là, maintenant, tu passes à la troisième étape, la plus importante. Tu dois choisir tes formations. Exactement. Voilà. Donc, tu dois choisir tes formations. Et pour chaque formation, il faudra mettre une lettre de motivation aussi. Maintenant, pour les formations, parfois, le plus important, c'est comment choisir une formation, en fait. Exactement. Parce que pour choisir une formation, vraiment, le plus important, c'est de respecter le principe de cohérence dans ton parcours. Il faut qu'il y ait un fil conducteur entre la formation que tu as faite dans ton pays d'origine et avec la formation que tu es en train de vouloir venir faire en France et ton projet professionnel. C'est ces trois éléments. Par exemple, tu ne peux pas vouloir dire que une formation de base en physique. Je viens en France postuler pour un master en année informatique, alors que j'ai une licence en physique. Et mon but, c'est d'être demain historien. Je sais pas, tu vois. Ça n'a aucun sens. Si tu fais ce genre de choix, ton dossier, tu ne seras pas accepté en nulle part. On va dire, mais lui, il ne sait pas où ce qu'il veut. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre ton parcours initial, la formation que tu veux venir faire et le métier que tu veux exercer plus tard. Ça doit être, il faut que ce soit cohérent. Voilà le plus important. Il faut premièrement choisir les masters ou les licences, bref, la formation que tu es venu faire en France en fonction de ça. Il faut vraiment t'assurer que tu as les prérequis. Parce que on a le droit à 7 choix maximum et tu peux être refusé au 7. Ça arrive même très souvent. Tous les 7 te refusent. Ouais. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le motif, c'est niveau insuffisant. On va dire niveau insuffisant. Parce que soit tu vas aller postuler à une formation parce que tu as vu le nom te plaît. Par exemple, tu es au Cameroun, tu fais peut-être informatique. Tu as toujours voulu faire, peut-être que tu comprends que l'IA
l'IA est en train de péter partout. Oui. Alors que ton domaine informatique que tu as fait en licence n'a rien à voir avec l'IA. Le domaine que tu as fait en licence en informatique, peut-être c'était l'informatique générale, ou c'était plus orienté. Ouais, ce n'était pas tourné vers ça, vers data science IA. Mais tu peux postuler uniquement à des masters en IA. Master full IA, genre, vraiment pour ceux que peut-être que depuis le niveau 1, ils sont dedans. Tu peux postuler, on va te dire que mais, quand on va regarder tes relevés de notes, voir les matières que tu as eu à faire, on va voir que tu n'as pas tous les prérequis pour entrer dans ce master. On va rejeter ta candidature pour motif que le niveau est insuffisant, par exemple. Tu vois. Donc, voilà les trucs auxquels il faut faire attention. Il faut choisir vraiment les formations en fonction du niveau qu'on a. Donc, vérifier que les cours qu'on a fait sont vraiment les prérequis pour faire la formation à laquelle on postule. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante. Et une fois que tu as choisi ça, maintenant, tu dois mettre tes lettres de motivation pour chaque formation que tu as choisie. Tu fais une bonne lettre de motivation. Donc, c'est important de bien la faire parce que ça peut faire la différence. Voilà. En fonction de comment dans ta lettre de motivation, tu vas expliquer pourquoi tu as pris le master. Il faut qu'on voit clairement que tu as pris ce master pour une raison bien précise. Que ce n'est pas du tout comme ça. Parce que tu as vu le nom te plaît. Tu comprends le nom. Non, il faut vraiment que tu puisses faire comprendre au responsable du master que tu as choisi ce master de manière très réfléchie en fait. Et donc après, une fois que tu as fait comme ça, bon, maintenant tu soumets ton dossier. Donc quand tu as rempli tout, tu as pris tes masters par exemple, tu as mis tes lettres de motivation, tu as mis tes diplômes, tes relevés de notes, tes infos personnelles, donc ton dossier est complet. Tu peux maintenant le soumettre à Campus France, pour que Campus France vérifie aussi que c'est bien fait. Et quand tu vas soumettre à Campus France, après cette soumission, la dernière étape, c'est faire un entretien. Voilà. Tu dois faire un entretien à Campus France. C'est ce qu'ils appellent l'entretien pédagogique. Et c'est aussi une étape très, très importante. Je vais expliquer. On va y arriver. On va étape par étape. Donc, déjà, ça veut dire que si je comprends bien, la lettre de motivation est spécifique à chaque formation. Oui. Mais, il ne faut pas faire l'erreur de mettre oui. Est-ce qu'en fonction du niveau, il y a un nombre d'universités qu'on doit choisir? Si par exemple, je veux faire une licence, est-ce que le nombre d'universités est le même que quand je veux faire un master? Est-ce qu'il y a une différence? Non, c'est le choix du nombre d'universités. C'est 7. En fait, ce n'est pas 7 universités, mais 7 formations maximales. C'est-à-dire tu peux prendre même 3 masters dans la même université, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as droit à choisir 7 formations différentes. Parmi les 7, il y en a qui peuvent être dans la même université. Ou bien les 7 peuvent être dans 7 universités différentes. Là, ça dépend de toi. Et 7, c'est pour tout le monde, peu importe le niveau. Les 7 maximum que tu peux choisir. Mais, parce que j'entendais souvent des gens qui avaient le bac et qui voulaient faire une licence, par exemple. Ils avaient moins de choix. Je pense que c'était là, 3 ou 7 directement par rapport à ceux directement après le bac. Oui, directement après le bac, c'était un peu différent. Je pense qu'eux passent aussi par Parcoursup, comme ça. C'est légèrement différent, oui. Mais voilà, Campus France en général, c'est vrai qu'il y en a qui le font au niveau bac, mais l'extrême majorité, ils font au niveau master. Parce que ceux qui font au niveau bac, là, je pense que le plus souvent, ils vont avoir l'admission hors Campus France avant de revenir après. Je suis accepté pour continuer la procédure. Et maintenant, lorsqu'ils vont faire l'admission hors Campus France, il y a d'autres sites web. Il y a Parcoursup, par exemple, et tout, pour postuler niveau bac en France. Et là-bas, il limite les choix. Il prend 3 choix, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et par rapport au CV, puisque chaque formation aussi, on doit avoir un CV spécial. On doit avoir aussi un CV, ou bien le CV,
global. Non, oui, bon, oui, là, quand même, à Campus France, il demande un seul CV. Donc, tu fais un CV un peu général, oui. Là, tu fais un CV un peu général. Par contre, la lettre de motivation chez Campus France, il te laisse le choix de faire une lettre de motivation pour tout. C'est-à-dire la même lettre pour toutes les formations. Mais ce n'est pas conseillé de choisir ça. Parce que là, tu vas par exemple mettre dans ta lettre, je suis très intéressé par ce programme car il est comme ça. Tu vas dire ce programme au lieu de dire par le master tel de l'université tel, tu vois. Donc, c'est trop général et c'est pas conseillé qu'en lisant ta lettre, on n'a pas l'impression que tu t'adresses directement à nous, en fait. Il faut que quand quelqu'un lit ta lettre de motivation, qu'il ait vraiment l'impression que tu t'adresses directement à lui. Et pas que tu as écrit de manière trop générale, tu parles à plusieurs personnes en même temps. Ok. Ça veut dire que si je comprends bien, si je veux bien comprendre, le critère phare, le critère vraiment qui définit le choix de la formation, c'est le fil conducteur entre ta formation précédente et ce que tu veux faire en France. Et non, parce que plusieurs personnes, ils regardent beaucoup plus soit la ville, soit la réputation de l'université. Ils disaient que non, je ne peux pas peut-être aller à Lyon, je veux seulement aller à Paris, là, à tout et faire et autres, tu vois. Tu vois un peu, donc ça veut dire que le véritable critère, c'est le lien qu'il y a entre... Le véritable critère, c'est le lien qu'il y a entre ton parcours et tout. Tu vois, c'est ça le plus important. C'est le plus important. Maintenant, après, si on veut parler de la ville, à quel niveau la ville peut intervenir et peut être pertinent? Supposons que je satisfais le premier critère. Mais en même temps, je suis conscient que mon niveau académique n'est pas ouf. C'est ce que je veux dire. En même temps, je suis conscient que je n'ai pas eu peut-être la mention bien ou très bien en ma licence, par exemple. Et que quand je postule en France ou dans l'université, ce sont les universités en général. Si je n'ai pas postulé dans la première université de France, l'université Paris-Saclay, où ils accueillent les meilleurs étudiants du monde entier. Tu vois que, et en plus, le master qui t'intéresse, même si ton parcours est cohérent, si c'est un master très prisé, un master très demandé à l'international, tu viens postuler, on veut un nombre de places limité, tu vois. Donc si tu n'es pas parmi la crème de la crème, ton dossier va être rejeté malgré que tu es cohérent. Donc, cohérent ne veut pas dire que tu vas forcément être admis. Ça ne veut pas dire ça. Donc, maintenant, on peut quand même renvoyer ton dossier parce qu'il y a un meilleur dossier. C'est pour ça que là, maintenant, de manière stratégique, tu vois, là, dans sa stratégie, tu peux aller dans une université qui est moins populaire, on va dire, une université moins connue, ou bien qui est moins prisée que tous les... Voilà. Tu peux aller là-bas maintenant, trouver toujours un bon master qui cadre avec ton parcours, postuler là-bas, sachant que comme il y a moins de candidatures, que ton dossier n'est pas... Tu sais que tu n'es pas parmi les meilleurs dossiers, tu as plus de chances d'être pris. Voilà. C'est à ce niveau-là que la ville peut intervenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on postule à Campus France, c'est bien de varier, tu as 7 choix. Ne pas prendre seulement 7 universités dans Paris. Que non, moi je passe seulement à Paris. Tous les 7, c'est dans Paris où il y a les meilleures universités de France. Ça va être parti de 7, là où tu vas être à Paris. Non, tu peux prendre 2 à Paris. Tu peux prendre 2 un peu quelque part dans une petite ville là-bas, tu vois. Mais toujours les bons masters, mais un peu, pas forcément au centre-ville. Voilà, tu essaies de varier comme ça. Et parfois même d'autres vont même varier les niveaux. C'est-à-dire, ils vont postuler ici en Master 1, là-bas en Master 2. Tu peux le faire et tant que c'est cohérent et que à chaque fois c'est la même direction que tu prends. Pardon, tu peux faire ça. Là maintenant c'est la stratégie. D'où l'importance de vous demander des conseils. C'est de tout se rapprocher un peu des autres personnes pour un peu essayer de connaître. Bien sûr. Ça, c'est OK. Donc, après avoir
appliquer, après, dès que tu finis de remplir tout est. Mais je veux aussi savoir, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'on peut ouvrir le compte Campus France à n'importe quel moment, ou bien il y a une date bien définie? Non, normalement, tu peux ouvrir à n'importe quel moment. Hein. Normalement, tu peux ouvrir à n'importe quel moment, mais c'est mieux d'ouvrir quand la procédure Campus France ouvre, le 1er octobre. Ah, ok, ça ouvre le 1er octobre de chaque année. Et le 1er octobre de chaque année, ça ouvre. Donc, c'est mieux d'ouvrir après ça, tout simplement. Ça ne sert à rien d'ouvrir avant, vu qu'avant, tu ne peux rien faire. Quoi. Tu ne peux pas choisir l'université. Tu vas ouvrir le compte comme ça. Donc, c'est mieux d'ouvrir quand la procédure Campus. Ah, donc, ça veut dire que tu ne peux pas ouvrir avant et commencer à remplir certaines informations. Non, pas vraiment. Il faut absolument. Non, tu ne peux pas ouvrir avant jusqu'à remplir ton compte, choisir tes universités et tout. Avant, c'était possible. Mais maintenant, c'est plus possible. Et après, c'est combien de temps entre le 1er octobre jusqu'à quand? Jusqu'en mai, jusqu'en février? C'est parce que la procédure aussi, il faut connaître la procédure complète. Non, pas la procédure complète. Bon, je ne sais pas. Le temps pour choisir l'université. Non, pour remplir les informations dans ton compte, est-ce que tu as un nombre de temps? Est-ce qu'il y a un temps limite pour remplir tout ça? Pour compléter toutes les informations? Non, il y a le calendrier il y a le calendrier, il y a le temps pour choisir ces formations. C'est-à-dire créer le compte, mettre les infos, tu as choisi tes universités, il y a le temps. C'est du 1er octobre, ça va généralement jusqu'à décembre. Okay. Décembre ou janvier, comme ça. Ouais. Exactement. Tu as la limite pour choisir toutes ces formations jusqu'à valider. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Ok. Donc, on a fini le compte, on a tout créé, on a déjà tout. Après, maintenant, dès qu'on finit, on soumet ou bien c'est quoi la prochaine étape? Quand tu finis, tu valides ton dossier. Ça va chez Campus France. Je précise que pendant que tu remplis tout ça, tu vas à Campus France pour qu'ils vérifient. Donc, tu auras des rendez-vous à chaque fois avec eux. Ah, ok. Et tu prends le rendez-vous comment? Tu pars à Campus France pour prendre le rendez-vous. Tu te déplaces pour aller physiquement à Campus France ou bien oui. Tu pars physiquement. Et c'est eux qui te programment, qui te donnent la date du prochain rendez-vous auquel tu viendras pour qu'on vérifie ton compte, comment tu es en train de remplir ta progression. Et si tout est OK, ils valident une fois ton dossier et tu valides aussi. Si tout n'est pas OK, on te dit ce qu'il faut arranger et on te donne un autre rendez-vous. OK. Voilà. Okay. Donc, tu ne dois pas rester dans ton coin, tu remplis seulement, tu remplis. Non. Et c'est pour ça, peut-être pas. Et c'est pour ça que la procédure Campus France est payante. C'est aussi pour ça que c'est payant. Ah, c'est aussi important de mentionner, oui. Donc, c'est pour ça que c'est payant. On va y arriver parce que quand tu parles comme ça, les gens pensent que c'est. Oui, justement, parce qu'ils vont pas prendre job. Donc, ok. Est-ce que, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'expérience de l'entretien de Campus France? Par exemple, les questions qu'on pose, l'ambiance, les conseils pratiques. S'il te plaît, explique-nous ça. Ok. Donc, l'entretien Campus France, 2 ou 3 trucs importants à savoir, c'est d'abord, c'est quoi le but de l'entretien Campus France? Le but, c'est de s'assurer que il y a un vrai projet d'études par rapport à toi, que tu as un vrai projet, que tu es vraiment que de partir en France pour faire l'école. On veut se rassurer de ça, que ce n'est pas le moyen pour, tu vois un peu, voilà, que dès que tu vas arriver à l'aéroport, ton école ou bien ton université ne va jamais voir ta trace. Même voir ta tête, on ne va jamais voir la tête là-bas. Voilà. Donc, on va avoir au moins l'assurance que vraiment tu peux étudier. Et donc, comment est-ce qu'il vérifie ça? C'est justement en te posant des questions que normalement une personne qui vraiment va aller étudier a les réponses. Premièrement, on veut savoir si tu peux donner clairement ton projet d'études. Il va dire ce que c'est. Si tu peux donner clairement ton projet professionnel. 2. Si tu peux dire clairement pourquoi tu as choisi la France. 3. Et après, ça c'est 3 critères principaux qui ne manquent jamais à l'entretien. Ok.
Et après ça, maintenant, après ça, maintenant, les questions varient. Il y en a, il faut l'entretien 5 minutes. Le dossier est propre. Il n'y a pas de point comme ça là. 5 minutes, on pose les questions là et il répond. C'est bon. Il rentre. Donc, on va faire 30 minutes. Parce qu'il va devoir expliquer son parcours, expliquer pourquoi l'année n'a pas fréquenté, expliquer pourquoi peut-être qu'il a redoublé une année, pourquoi il a changé de filière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une partie qui est commune à tout le monde. Il y a une partie qui est spécifique maintenant en fonction des cas de chacun. Donc, je commence par la partie générale à tout le monde. Le projet d'études d'abord, c'est globalement quel est le niveau d'études que tu veux venir en France faire. Si par exemple tu poursuis un Master 1, est-ce que tu veux t'arrêter au Master 2? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu veux aller jusqu'au doctorat? Etc. Voilà, donc, quel est ton projet d'études? Quel diplôme tu vas avoir? Après ça, maintenant, c'est ce diplôme que tu vas avoir là, c'est pour faire quel métier? Là, ça rentre dans le projet professionnel. Donc, quel est le métier que tu veux faire plus tard, finalement, en France? Il faut que tu puisses le dire clairement. Et c'est là aussi qu'en même temps que vous parlez, et voir si ton métier est cohérent avec le diplôme que tu es en train d'aller faire. Et ta formation de base, toujours, à chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, une fois que tu as répondu à ces questions, on va te demander pourquoi tu as choisi la France. Tu peux faire ça aussi au Canada, tu peux faire ça au Cameroun, peut-être, tu peux faire ça, c'est pas en Égypte, pourquoi tu as choisi la France? Il faut que tu dises, ça peut être, le classique, c'est la bonne formation, il y a la langue française, la culture française, et peut-être que tu aimes la culture française, voilà, donc, tu l'as donné une raison. À ce niveau-là, c'est pas ça qui va dépasser quelqu'un, quoi. Mais il y a des gens qui sont incapables de dire, ils tremblent, il y en a qui tressent, ils tremblent, ils transpirent. Ça, c'est mauvais. Et j'oubliais, la première question à l'entretien, c'est toujours de te présenter. Ouais. Toujours de te présenter. Donc, je te présente toi. Maintenant, il ne faut pas raconter ta vie. Il ne faut pas non plus dire, je m'appelle Donald Monté. Je serai tranquille. Tu vois? Ouais. Voilà. Au moins, tu donnes ton nom. Tu dis, actuellement, je suis étudiant en telle année, telle formation. Et j'ai envie d'aller en France pour faire telle étude. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour faire la procédure, pour faire l'entretien. Point. Maximum 20 secondes. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est vraiment la partie générale qu'il faut bien répondre. Maintenant, après, si tu es dans un cas spécifique où, par exemple, on voit que peut-être tes notes sont un peu bizarres, on peut te poser la question. Si tes notes sont bizarres, on peut te dire en quoi consistait. J'ai des amis à qui on leur a demandé en quoi consistait une matière. Et on va dire physique quantique là. Vous faisiez quoi là-bas? Ah, ça veut dire qu'il faut connaître son cours. Justement, c'est pour savoir si vraiment tu partais à l'école, si vraiment tu veux aller étudier. Ou bien, parce que si on voit que tu n'as pas peut-être de bonnes notes, on peut se dire que, est-ce que lui là vraiment, il veut même partir faire le master, qui dit qu'il veut faire le master là pour faire les trucs compliqués là. Donc, on va te poser un peu les questions pour voir si tu as même fait l'école là, si tu connais même encore quelque chose de ce que tu as fait à l'école, pour dire que tu vas aller continuer les études. Donc, on peut te poser un peu les trucs comme ça, on va dire, vous faisiez quoi là-bas? En fonction de comment tu expliques, même si la personne n'est pas du domaine, ce sont des gens qui, c'est leur métier, tu vois. Donc, dépendamment comment tu expliques, ils peuvent savoir si tu es en train de paniquer, ou bien si tu sais ce que tu dis, quoi. Tu sais ce que tu dis. Voilà. Donc, ils évaluent vraiment, c'est plus le comportement, la psychologie. Ils voient un peu comment tu te comportes, si tu stresses, si on te pose une question, tu as peur, c'est ça qu'on observe en fait. Maintenant, voilà, on peut te poser des questions encore plus profondes après, si ton dossier est compliqué, on peut te demander, est-ce que tu sais avec quel montant en France un étudiant a besoin pour vivre? Des questions comme ça, là, voilà. On peut te poser des questions. Est-ce que tu connais telle chose en France? Comment est-ce qu'on peut trouver un logement en France? On peut te poser des questions comme ça, là, un peu générales, pour voir si tu t'es au moins renseigné. Tu es un peu parti là. Est-ce que ce n'est pas simplement parce que ton père a dit que pas là-bas, mettre ton dossier là-bas? C'est ton grand frère qui a fait ta lettre de motivation. C'est ton grand frère qui a créé ton compte, qui a tout rempli. Tu vois, parce qu'il avait dit, qui a tout fait, toi, là, seulement dit que pas faire l'entretien parce qu'il faut que c'est toi-même qui vienne. Tu es aussi arrivé comme ça là-bas. Tu connais même pas le master que ton grand frère a choisi que tu vas aller faire. Tu te retrouves là, on te pose des questions, tu ne connais même plus.
ce sont les cas comme ça qu'on veut détecter en fait. Et après cet entretien, c'est capital parce qu'après ça, donc, la personne qui t'a interviewé va donner un avis favorable ou défavorable à ton arrivée en France. Et tu conviens avec moi que si l'avis est défavorable, c'est déjà un handicap à 90%. Bon, 90%, je donne ça comme ça, mais tu as de fortes chances qu'on te refuse le visa. Wow. Et quand l'avis est défavorable, tu n'es pas au courant. Hein. Oui. Tu n'es pas au courant. C'est pas comme ça qu'on te dit que c'est défavorable. Tu ne sais pas. Donc tu continues comme si rien n'était, mais on t'a tué depuis. C'est mort depuis, quoi. Donc, ça veut dire que c'est Campus France, finalement, qui envoie tes dossiers dans les universités. Bien sûr, c'est Campus France qui envoie, c'est pas toi. C'est toi qui envoie ton dossier à l'université. Ok, en envoie maintenant tes dossiers, ils envoient maintenant leur avis. Ils donnent maintenant leur avis par rapport à toi. Bien sûr, ils ont leur appréciation. Et l'appréciation est surtout, c'est surtout l'ambassade qui utilise l'appréciation là, en fait. C'est surtout l'ambassade qui va l'utiliser pour te remettre le visa ou pas. Ok. D'où l'importance qu'il faut vraiment se préparer pour l'entretien. Alors, il faut vraiment se préparer. L'entretien, ça se prépare. On ne se lève pas comme ça un beau matin. On arrive à l'entretien. Non, il faut se préparer. Ok, merci beaucoup. Donc, ok. Parlons maintenant Cap. Parlons maintenant argent. Puisque tu as dit tout à l'heure que la procédure de Campus France en elle-même n'est pas... Parce que beaucoup de personnes peuvent croire que non, tu fais ça et Campus France fait ça gratuitement. Est-ce qu'il y a un montant à chaque étape que tu dois payer ou bien ça se passe il y a un montant à verser directement une seule fois? Est-ce que on doit verser au fur et à mesure, s'il te plaît? Non, le montant est à verser une seule fois. Donc, c'est paiement unique. Il n'y a pas l'avance, il n'y a pas les tranches. On paye une seule fois. Ouais. Et au début de la procédure. Voilà. Et le montant varie en fonction des pays. Donc, ça dépend des pays. Au Cameroun, de mémoire, c'est 85 000 francs au Cameroun. Avant, c'était 70 000 francs. Quand moi, je faisais 70 000. L'année d'après, c'est 85 000 jusqu'à maintenant. Dans notre pays, c'est 70 000 francs. Dans notre pays, tu avais un peu plus de 100 000 francs. Et je pense qu'ils adaptent en fonction du niveau de vie de chaque pays. Non. Okay. Donc, tu payes ça une seule fois. Une seule fois au début? Au début. Avant le premier rendez-vous? Ou bien c'est quand tu programmes pour l'entretien? Quand tu viens, on te programme pour payer. Donc, même pour payer, on te donne le rendez-vous pour venir payer. Tu viens donner l'argent, tu viens remettre l'argent aux gens, on te donne le rendez-vous que vous viens donner l'argent tel jour. Si tu viens tel jour, on ne prend pas. Donc, il faut que les caprices pour prendre ton argent. Quand tu viens donner le rendez-vous, tu paies le rendez-vous. Et quand tu paies maintenant, on te remet un reçu et on te donne on te donne la date de ton premier rendez-vous pour vérifier ton compte et pour vérifier comment tu remplis ton compte. Waouh. Donc, ça veut dire que tu peux payer et après, même si tu abandonnes, c'est fini. Ton problème. C'est ton problème. Est-ce que c'est non remboursable? Non remboursable, non, rembourse pas. C'est ton problème. C'est toi qui as abandonné, non? Moi, je ne pas chassé. Bon, est-ce que, je veux aussi savoir, est-ce qu'on peut te recaler à une étape? Est-ce que c'est possible de te recaler? Non. Ou bien on ne te recale pas? Okay. Non, en général, tu vas jusqu'au bout, même si, à moins que peut-être, je ne sais pas, on se rend compte que peut-être que l'un de tes documents est faux, qu'on va, bien sûr, annuler toute la procédure, on va annuler. Peut-être un truc comme ça, sinon, non, on te cale pas. On annule, mais l'argent... Non, l'argent reste pas. L'argent... Qu'est-ce qui est entré, ça encore? Qui est entré? Non, papa, ça sort, on ne sait jamais. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu combien prendre du dépôt du dossier
jusqu'aux réponses. Est-ce que tu peux un peu nous donner l'intervalle de temps que ça peut prendre? Parce que parfois, ça stresse. Ouais, d'autres personnes peuvent déposer, ils déposent peut-être en décembre ou en janvier, et ils croient que peut-être c'est en février ou bien en fin janvier, mais ils attendent fatigués. Chaque jour, ils sont en train de consulter le mail. Ouais, consulter le compte et ça n'arrive jamais. Bon, ça stresse, ouais. Et surtout quand on commence à te répondre avec les refus. Imagine, tu as pris 7 choix, tu attends d'abord 2 mois, on te répond, tu vas refus, deuxième refus, troisième refus. C'est stressant. En général, ça varie. En moyenne, ça va être entre 2 mois. 2, c'est un peu large. On va dire 2-3 mois. On va dire 2-3 mois. Maintenant, le délai va dépendre des responsables des masters. Il y en a qui répondent vite. Il y en a qui vont répondre donc vraiment au délai de réponse. Parce que les établissements ont une date limite pour répondre en fait. C'est souvent en mai. Souvent en mai. Donc, il y en a, c'est vraiment peut-être 1 ou 2 semaines avant le délai qu'ils vont te répondre. Donc, ils vont te répondre longtemps avant. Voilà, donc maintenant, c'est 2 ou 3 mois. Donc, c'est souvent aux alentours à partir de mars, février. Mais maintenant, pour ceux qui postulent très vite, peut-être en fin octobre, ils ont déjà envoyé le dossier. Il y en a qui, le 1er octobre, là, ils partent là-bas, ils font tout vite. Peut-être fin octobre, ils ont envoyé le dossier. On peut le répondre même en janvier. On peut le répondre même en début janvier. Voilà. Mais ceux qui envoient peut-être en décembre ou à la limite, on va les répondre aussi tard, en avril peut-être. Oui, parce que ça rejoint exactement une question que je voulais te poser. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quand on clôture la procédure du Campus France que donc, ça veut dire, parce que généralement, je pense que, comme tu as dit, que pour remplir le compte, c'est de octobre jusqu'en fin décembre. Donc, je croyais que c'est quand on finit tout ça, je pense qu'on peut commencer à sortir. Donc, ça veut dire que plus tu postules. Le plus vite tu fais ton dossier est propre, on envoie ton dossier. Ah, ok. Si le premier jour que tu viens, tu as tout rempli, tout est propre. On envoie ton dossier de programme pour l'entretien. Ok. Bon, puisque tout à l'heure tu disais que il peut y avoir les refus. Ça veut dire que tu peux postuler pour cette université et tu as 7 refus. Bien sûr. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent parce que tu imagines le nombre de candidatures par an pour le même master seulement dans un pays. Après, si on prend tous les autres pays dans le monde entier qui veulent venir faire ce master, sans compter les étudiants qui sont déjà en France, qui vont venir faire ce même master. Parce que c'est pas comme si les masters sur Campus France sont réservés aux étudiants étrangers. C'est pas comme si c'est uniquement ils sont là-bas. Il y a d'abord ceux qui sont déjà en France eux-mêmes qui vont venir faire ça. Oui. Donc il y a maintenant une petite partie aux étrangers. Et maintenant, il y a des masters où il y a beaucoup de demandes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont 7 refus sur 7. Ok. Ça arrive. Okay. Maintenant, les universités là aussi, la pension, les pensions sont différentes, si j'imagine. Ou bien il y a une pension. Ça varie. Ça varie vraiment d'une université à l'autre. Mais les universités publiques sont en général les plus moins chères. Et les privées sont très chères. Ok, donc ça dépend vraiment. Donc les publics, quand tu prends une formation publique, généralement c'est moins de 1 000 euros. Dans les universités, vraiment, les plus grandes universités publiques, c'est vraiment moins cher. C'est dans les 250 euros. Donc, c'est même moins de 200 000 francs. C'est pas cher. D'autres universités publiques, ça peut être dans les 600 euros. Ça peut être un truc comme ça, ou 1 000 euros. Bon. En général, c'est moins de 1 000 euros, l'université publique. Maintenant, dans les privés, là, ça peut être dans les 6 000 euros, 8 000 euros, 15 000 euros même, etc. Ok. Donc, merci déjà vraiment pour tous ces partages. C'est vraiment très édifiant.
Ça aide vraiment à comprendre beaucoup de choses. Donc, disons maintenant que quelqu'un a réussi à avoir une ou deux admissions. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment la procédure de demande de visa se passe? Parce que je crois que quoi? Sûrement, la demande de visa pour quelqu'un qui est déjà boursier doit être différente de la demande de visa de quelqu'un qui n'a pas de bourse. Je pense que, est-ce que tu peux un peu nous donner, en différenciant un peu ces deux-là, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Bon, commençons d'abord par le cas de quelqu'un qui n'est pas boursier. Bon, c'est le plus général. Oui. Donc, pour faire la demande de visa, il y a plusieurs documents, mais les 3 documents les plus importants. Les 3 les plus importants. Le reste, c'est bon. Le reste, on a ça facilement. C'est premièrement la preuve de logement en France. Il faut prouver que tu as un logement en France. Deuxièmement, il faut prouver que tu as les moyens de subsistance en France, dans les ressources financières. Et troisièmement, c'est un document délivré par Campus France qu'on appelle l'accord préalable d'inscription. Donc, je vais expliquer ces 3 documents. Donc, voilà les 3 documents auxquels il faut faire très, très attention. Quand tu refuse le visa, c'est à cause d'un des 3 là. Le reste, c'est bon, on s'en fout. Mais quand tu refuses le visa, c'est à cause d'un des 3 documents. La preuve de logement, ça c'est... Oui, c'est logique. Il faut que tu prouves que tu as un toit en France pour t'accueillir. Il ne faut pas que tu viennes dormir dans la rue, tu viennes dormir dehors. Voilà, il faut prouver que tu as un toit. Donc, soit tu fournis un contrat de bail à ton nom, soit tu fournis une attestation d'hébergement. Donc, quelqu'un qui est déjà en France, qui a un logement assez grand pour moins de, s'il vit seul, donc pour moins de 2 personnes, te fournit une attestation d'hébergement, voilà, pour que tu viennes pour la France. Donc voilà les 2 possibilités. Donc, ce logement. La deuxième chose, je vais parler de Campus France. Donc, à la fin de la procédure Campus France, une fois que au moins une université, donc lorsque au moins une université t'a admis, tu dois choisir une seule. Ok. Tu ne vas pas venir en France et faire rentrer dans plusieurs universités en même temps. Donc, tu dois choisir une seule. On t'oblige. Maintenant, une fois que tu as fait ton choix définitif, Campus France te remet un document pour la demande de visa, ce qu'on appelle l'accord préalable d'inscription, pour dire que ça prouve qu'il y a une université en France qui a accepté de te recevoir comme étudiant et que Campus France aussi a validé que ton dossier est conforme et tout. Voilà. Donc, tu dois avoir ce PDF. Tu dois avoir ça. Sans ça, pas de visa. Parce que pour venir étudier en France, il faut prouver qu'il y a une université en France qui t'a admis pour venir étudier. Justement. Et maintenant, le 3e document, c'est la preuve financière. Voilà. Là encore, c'est très délicat. Donc, dans le cas où tu n'es pas boursier, les 2 précédents, boursier ou pas boursier, c'est la même chose. Mais au niveau de la ressource financière, que ça différencie. Lorsque tu n'es pas boursier, il faut prouver que tu as de quoi vivre en France. Voilà, que tu peux vivre décemment, on va dire. Et maintenant, l'État français a fixé le minimum pour un étudiant pour vivre en France. Et c'est 615 € par mois. Voilà. Il faut avoir minimum 615 € par mois pour venir étudier en France. Et donc, tu dois maintenant faire ça x 12 pour 1 an. Donc, il faut prouver que tu as au moins, ça va dans les 7 000 €, je ne me trompe pas. Donc, il faut prouver que, donc c'est à peu près 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA, ouais. Et donc, il faut prouver en fait que tu as cet argent à ta disposition pour pouvoir vivre en France. Et pour le faire, il faut faire ce qu'on appelle communément au Cameroun, par exemple, un compte bloqué. Mais le nom de ça, le vrai nom, c'est ce qu'on appelle un AVI, donc une attestation de virement irrévocable. Donc, en gros,
tu dois partir voir une entreprise qui est un peu comme une banque, une petite banque, on va dire. Une entreprise qui donne des services à qui tu vas donner l'argent, une entreprise agréée, quoi. Tu leur donnes l'argent, tu mets l'argent dans leur compte et eux te remettent une attestation officielle qui dit que telle personne m'a remis tel montant et lorsque cette personne sera en France, je serai donc chargé de lui redonner 615 € par mois pendant 12 mois. Donc, une fois que tu es en France, on ne te remet pas tout l'argent d'un seul coup. Bon, voilà tout ton argent, viens comme tu veux. Non, on te donne 615 € par mois. Chaque mois, tu reçois le virement de ton compte bancaire comme le salaire. Voilà, chaque mois, tu reçois. Donc, ça, c'est ce que les gens qui... quand tu n'as pas de bourse, il faut faire ça. 615 € par mois, c'est le minimum. Ouais. Tu peux augmenter si tu veux. Et parfois même, il faut augmenter en fonction de... Parce que ça, c'est là où il y a parfois les pièges. Imagine, tu as un loyer qui coûte, disons, 550 €. Dans une ville comme Paris, c'est très faisable. Loyer étudiant, 550 €. Et tu as un AVI par mois de 615 €. Ah, c'est petit. Ça veut dire que tu vas plus manger. Tu vas manger 75 € par mois. Tu vas vivre 75 € le mois. Tu comprends que quand tu fais ça, l'ambassade de faire ça. Et voilà les petits pièges exactement qu'il faut vraiment comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont les pièges dans lesquels les gens tombent. Donc, tu vois que dans les situations où tu ne peux pas augmenter la VI, c'est mieux de chercher quelqu'un qui va te faire une attestation d'hébergement. Tu vois. Donc il y a ça qu'il faut comprendre. Toujours pour ceux qui n'ont pas de bourse, le deuxième moyen pour prouver que tu as de quoi vivre en France, c'est d'avoir un garant. Donc tu peux avoir un garant en France. Maintenant, le garant, ça va être quelqu'un qui se porte garant de toi. Donc qui va te prendre en charge, qui va te nourrir, qui va te donner l'argent de poche, qui va payer ton transport, bref, qui va s'occuper de toi, qui te prend en charge, quoi. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte en France de le faire. Maintenant, sauf que le garant aussi, il faut faire attention. Partout, il y a les pièges. Il faut que la personne gagne quand même bien sa vie. Quand même, c'est-à-dire que si la personne est au SMIC, au salaire minimum, bon, ça veut dire qu'en principe, la personne n'a pas les moyens de s'occuper d'une autre personne complètement. Donc, il faut que la personne gagne quand même bien sa vie. Et pour faire ces procédures-là aussi, on demande les 3 derniers relevés de compte. Donc, les 3 derniers relevés bancaires de la personne pour vérifier que la personne a un salaire stable et qu'elle a un bon salaire. Et qu'à la fin du mois, la personne n'est pas dans le rouge. Parce que tu peux avoir un bon salaire, mais tu as tellement de charges, tu as tellement de dettes qu'à la fin du mois, tu n'as plus rien. Donc, tu ne peux pas avoir rien à ton compte et tu dis que tu vas prendre quelqu'un d'autre encore en charge. On met la croix. Voilà. Donc, ça sont les choses importantes à savoir. Maintenant, dans le cas où tu es boursier, donc, ça veut dire, en général, les bourses en France, c'est minimum, surtout de 800 € par mois. Donc, tu vois qu'on est bien au-dessus des 615 € minimal. Donc, quand tu as une bourse de 800 € par mois minimum, ça fait office de source financière en France. Donc, tu n'as plus besoin de faire un AVI ou un garant, tout ça. Ça n'a plus besoin. Tu vas juste donner ton attestation de bourse dans ton dossier de demande de visa. Et voilà. Donc, globalement, voilà les pièces les plus importantes pour la demande de visa. Ok, mais si je comprends bien, pour celui qui n'a pas de bourse, l'API qui fournit, c'est sans la pension. Non. Voilà, parce que ça veut dire que si ta pension, c'est peut-être disons 300 €. C'est 300 € l'année ou bien c'est le semestre? L'année, c'est possible. Ok, ça veut dire que tu dois prendre et ajouter maintenant la pension dessus. Oui. Une fois, mais là c'est en France, en fait, l'ambassade ne te demande pas de prouver que tu as déjà la pension avant de venir en France. Au moins ça.
Donc, on ne te demande pas de prouver que tu as la pension, non. On te demande juste de prouver que tu as les moyens pour vivre. Maintenant, il y a un truc que je n'ai pas bien compris là. Quand on dit attestation de virement irrévocable, bon, ça veut dire que l'argent, on ne te retourne plus. Non. Si tu arrêtes la procédure. Ah non, non, non. Si tu n'as pas le visa, on te rembourse, Si tu n'as pas le visa, on te rembourse. Le irrévocable veut te dire que tu ne peux pas arriver en France et décider de dire, bon, finalement, rembourse-moi tout mon argent. D'un coup, tu ne peux pas. Okay. Une fois que tu as le visa, que tu arrives en France, tu auras tes 115 € par mois. C'est pour éviter que les gens mettent l'argent dans un compte bancaire. Ils arrivent en France, ils retirent, ils renvoient l'argent à celui qui a prêté et maintenant ils se débrouillent. Ah oui, exactement. C'est pour éviter ça, exactement. Sinon, pour personne, tu pars dans une réunion là, tu prends une réunion, tu pars à ton team. Tu dis que bon, dans un mois, même pas un mois, tu dis que dans une semaine, je vous rembourse. Elle va en prendre tu retires en un mois. Ouais. Mais c'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup de personnes font pour le Canada. Hein. Pour le Canada, c'est ce qu'ils font généralement. Pour le Canada, les gars prennent de l'argent. Voilà. Ils font la caution avec, là, ils font. Et après, dès qu'ils arrivent là, ils renvoient. Donc, c'est ça. Voilà. Et maintenant, quand ils renvoient comme ça, maintenant, ils se débrouillent. Oui, il va se débrouiller, chercher le job, chercher où il va dormir, chercher peut-être un ami qui va l'héberger et tout. Un peu ça. Donc, en fait, ça veut dire que, si je comprends bien la procédure de façon générale, que ce soit à Campus France ou bien même pour le visa, c'est beaucoup de logique. Il faut juste être logique envers soi-même. Exactement, il faut être logique, Par exemple, même quand tu demandes le visa et que tu as peut-être le contrat de bail ou bien une attestation d'hébergement, c'est pas quelqu'un. Imagine peut-être la personne qui t'a fait l'attestation d'hébergement vit à 2 heures de l'université. L'ambassade va te poser, on va dire que tu es sûr que tu peux fréquenter. Tu ne peux pas chercher à aller chez quelqu'un qui vient. Donc chaque matin, tu fait 2 heures, aller 2 heures autour. On va te dire que toi, tu es seulement parti en France. Peut-être qu'à la base, c'est ton grand frère, il va te dire que bon, voici le couloir pour trouver le travail, tu vas aller travailler. Que si vraiment tu veux aller fréquenter, tu vas chercher un endroit pour vivre proche de l'école. Pas à 2 heures ou à 3 heures. Tu vois. Donc parfois, il y a des trucs comme ça que les gens ne se rendent même pas compte. Tu as peut-être un frère qui vit à 3 heures, peut-être dans une ville à côté. Tu fais l'attestation d'hébergement avec ses papiers. L'ambassade va dire on a des raisons de croire que tu ne vas pas en France pour étudier, refus du visa. Ouais. Wow. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de personnes, quand ils cherchent une preuve de logement ou bien un toit où ils vont vivre en France, tout ce qui les intéresse, c'est là où ils vont vivre. Donc, ils ne veulent même pas savoir la distance. Oh, c'est très important ce que tu viens de dire là. Parce que tout ce qui les intéresse, quelqu'un dit que bon, tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui est en France. Quelqu'un en France. C'est exactement ça. Et est-ce que quand on te donne le refus, on donne les... On te dit pourquoi, on te dit exactement pourquoi on t'a donné le refus. On te dit. Oui, on te dit. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Du genre, on va te dire à tel niveau dans ton dossier, tu as dit ça, ça ne marche pas, l'école est loin, le montant de l'AVI est trop faible par rapport au loyer. Non, on ne te dit pas ça comme ça. Il y a de mémoire, ça avait été, je crois, 7 motifs de refus de visa. 7 ou 5, mais il y a un nombre de motifs déjà catégorisés et c'est partout, dans tous les pays où il y a Campus France, c'est les mêmes motifs. Donc maintenant, à chaque fois qu'on te refuse le visa, on va te refuser en vertu de l'un de ces motifs-là, ou même 2 motifs à la fois. Donc il y a le motif le plus courant qu'on donne aux gens, c'est le motif où on leur dit que l'ambassade a des fortes raisons de croire que les raisons pour lesquelles tu vas en France ne sont pas des raisons d'études. Donc, tu vois, c'est vague, ce n'est pas qu'on te dit qu'il y a telle chose qui ne va pas, tu vois. Maintenant, c'est à toi de réfléchir que peut-être l'attestation d'hébergement, la personne vit loin, peut-être c'est mon parcours qui n'est pas cohérent,
peut-être c'est ceci, peut-être. Voilà, tu dois maintenant comprendre pourquoi on a refusé. On peut refuser, ça peut être pour les raisons financières. Si tu n'as pas mis d'avis, ou bien si l'avis est trop petit, comme je disais là, on va te dire que les raisons financières ne sont pas suffisantes, machin, truc. Donc, il y a les motifs comme ça les plus courants qu'on donne aux gens. Mais bon, tout ça, les gens peuvent voir sur Internet. Tu as motif refus, tu refuses visa à Campus France. Motif, tu vas voir la liste de tous les motifs. Ok. Donc, ben, ça veut dire que c'est vraiment pour ça qu'il faut toujours se rapprocher des autres pour. Bien sûr, bien sûr. Pour éviter certaines, vraiment beaucoup de. Parce que ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Bien ok. Donc là, maintenant, quel conseil peux-tu donner à un étudiant qui veut débuter vraiment cette procédure-là? Par exemple, l'organisation, les pièges à éviter, les astuces pour l'entretien. Quel conseil vraiment tu peux donner à quelqu'un? Ouais. Donc, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai expliqué. Je vais te le dire d'être logique. Comme tu l'as dit, il faut être logique dans ce que tu fais. Voilà le meilleur conseil qu'on peut donner. Il faut être logique et sérieux. Il y a des gens qui vont tous s'amuser avec ça, comme je te disais. Tu veux faire la procédure, c'est pas toi-même qui fais. Tu vas dire à ton ami qui est en France, ton ami qui a fait la procédure l'année passée, c'est lui qui aura les codes de ton compte du Campus France. C'est lui qui va se connecter, remplir tous tes documents, choisir, tu vas tout faire pour toi. Tu vas arriver à l'entretien, tu ne vas pas savoir le nom du master que tu as choisi. Non. Donc, il faut être logique et sérieux dans sa procédure, en fait. Si tu es logique, tu es sérieux, tu fais chaque chose comme il se doit, tu as de bonnes chances que ça marche. Ok. Ça marche. Donc, c'est vraiment ça. Simple. C'est simple. Faut pas, il n'y a pas de recette magique. J'ai donné beaucoup de pièges à éviter. Tout ce que moi je savais comme piège, voilà, j'ai dit les astuces. Exactement. Il faut faire attention. À chaque étape, j'ai dit attention ici. Voilà tout. Et tu vois, ce ne sont pas des choses qu'il faut seulement être le meilleur ami du directeur de Campus France pour connaître. Ce sont des choses logiques. On est d'accord, non? Ce sont des choses qui sont logiques. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux, logique. Forcément, tu vas éviter ces erreurs, en fait. Exactement. Parce que tu vois, notre rôle ici, vraiment, c'est de démystifier beaucoup de choses. Parce que certaines personnes pensent que c'est tellement la magie, c'est tellement la sorcellerie, donc c'est tellement difficile. Or, ce sont des choses tellement simples et très pratiques que chacun peut faire, même seul. Juste en se rapprochant, en demandant un conseil par-ci, par-là, tu peux vraiment. Donc, c'est un peu ça. Justement. Libérer un peu les esprits, d'essayer de démystifier certaines choses. Ok. Donc, on tend déjà vers la fin là. Donc, ce que pour ceux qui veulent peut-être venir en France, toi qui es déjà en France, est-ce que tu peux nous dire de façon un peu générale, je pense que tu es à Paris, c'est ça, non? Ouais. Oui. Dis un peu comment la vie se passe un peu là-bas, de ce côté, pour ceux qui ça peut peut-être aider certaines personnes. Alors, chez nous, comme chez nous, par exemple, je peux prendre juste un petit exemple. Il n'y a pas de métro, tu vois un peu. Il n'y a pas de métro. Et les gars arrivent, moi, je suis arrivé ici. Les 2 premières semaines, je pourrais devenir fou, tu vois un peu. Donc, comment un peu, de façon générale, la vie se passe un peu en France. Voilà. Ouais. Non, quand tu es à Paris ou aux alentours, c'est très bien desservi. Il y a les métros, il y a les trams, il y a les bus, il y a les tramways. Donc, sur ce côté-là, vraiment, même pas besoin. La plupart des Parisiens n'ont même pas d'abord de voiture. Ils n'ont pas la voiture parce qu'il y a les métros partout, à tous les rues, il y a les transports et tout. Et globalement, ça va, c'est tranquille, quoi. En général, il y a toujours le bon et le mauvais côté. De manière générale, en gros, à l'étranger, quand tu quittes ton pays, tu vas d'un pays inconnu et tout, ce n'est jamais facile de s'adapter. Donc, il y a toujours un temps d'adaptation au climat, à la façon de vivre, aux différents repas, même à la nourriture, bien sûr. Toutes ces choses-là, il faut s'adapter, c'est vrai. Mais à part ça, à côté, ça va. La France, c'est un beau pays. Moi, je trouve que c'est un beau pays qui, pour un étudiant, c'est pas trop compliqué.
de s'en sortir quand même, non, ça va. Moi, c'est bien. Bon, il ne faut pas qu'ils aient peur, quoi. C'est quand même, il ne faut pas qu'il ait peur qu'il va venir ici, ça va être l'enfer. Non, non, non. Non, normalement, en général, ça passe bien. Ça passe bien. Tu prends tes marques et tu vis ta vie, quoi. Ok. Donc, et par exemple, les premiers moments quand tu viens d'arriver en France, par exemple, disons les premières semaines, quand tu viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe par qu'est-ce qui se passe lorsque tu viens d'arriver en France? Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Sur le plan administratif ou quoi, l'école, là, ça dépend. Où tu veux que j'aille? Par exemple, tu peux dire quoi? Oui, donc disons, on va diviser en deux plans. Sur le plan de la vie sociale et sur le plan scolaire. Voilà. Ok. Sur le plan de la vie sociale, là, ça dépend de chacun. Personne ne va venir te dire bienvenue en France. Vraiment, voici comment la France se passe. Je sais pas. Personne ne va venir t'accueillir, te dire que non, viens pas faire ceci, pas faire cela. Non. Quand tu te vois dans la rue, personne ne sait que tu viens d'arriver ou pas. Donc, maintenant, en fonction de. Dans les universités, ils peuvent organiser des journées d'accueil des étrangers, où on peut faire un accueil là, on fait un accueil, on explique un peu comment l'université se passe, mais bon, là c'est centré sur l'université, c'est pas que la France, voilà ce que tu peux aller faire le samedi, si tu n'as rien à faire, tu peux partir ici, non. Là vraiment, ça dépend de ta capacité personnelle à sociabiliser, tu vois, à discuter avec les gens aussi, à te faire des amis, avec qui tu peux parfois sortir, aller découvrir des endroits, se balader, etc. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, sur le plan scolaire, bon, là aussi, ça dépend de chacun. Tu arrives, bon, déjà, la rentrée, c'est la rentrée. On dit que l'école commence tel jour. Tel jour, là, c'est à partir, quoi. Ça dit, c'est pas. On avait souvent l'habitude au pays que le prof arrive le premier jour. Moi, j'arrivais toujours. Ma rentrée, c'est toujours une semaine après. Donc, voilà, si tu fais ça, si tu vas arriver, on serait en train de parler des premiers partiels. Bon, les premiers examens, là, les premiers contrôles continus, c'est ça. Tu vas voir qu'on a fini 3 chapitres en une semaine. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, normalement, la vie en l'extérieur se prépare depuis son pays, en fait. Non, mais oui. Ça se prépare. Mais bien sûr, dans un certain sens, oui, tu dois y penser un peu avant. Peut-être déjà commencer à te renseigner sur le pays, te renseigner sur comment ça marche, comment les gens fonctionnent là-bas. Voilà, te renseigner au moins un minimum, quoi, vu que tu peux quand même vivre là-bas pour le moment. Donc, tu dois te renseigner déjà quand même bien avant. Ok. Hein? Donc, merci vraiment, Donald. Et je ne sais pas, est-ce que tu as encore autre chose à ajouter en complément d'information? Bon, non, pas nécessairement. Juste te remercier une fois de plus pour l'invitation et voilà. T'encourager à continuer, quoi. C'est important de faire des podcasts comme ça, de parler de ce genre de sujet pour édifier des personnes qui veulent faire les procédures. Ok, et étant donné que tu connais vraiment beaucoup sur cette procédure, sûrement beaucoup de personnes aimeraient te contacter après avoir écouté cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Comme ça, je mettrai tous les liens dans la description. Ok, merci. Non, c'est de ma chaîne YouTube, AfriChef. Tu pourras mettre le lien dans la description et à travers ma chaîne YouTube, ils pourront, sur toutes mes vidéos, il y a le lien de ma chaîne WhatsApp où je partage les opportunités de bourse et je parle aussi de la procédure Campus France aussi. Donc, j'ai créé un groupe juste pour aider les gens, donner les conseils pour Campus France. Donc voilà, juste avec le lien de ma chaîne, ils auront accès à tout ça normalement. Si quelqu'un veut me contacter, bien sûr, dans le groupe, il y a mon numéro. Si quelqu'un veut m'écrire, il va m'écrire. Ok. Vraiment, je te remercie infiniment pour cette masterclass, en fait, parce que c'était vraiment très expliqué, très précisé, tout dans les détails. Vraiment, merci vraiment beaucoup. Merci. Je t'en prie, avec plaisir.